5 avril 2006, 14 heures. Bâle, Louisiane. Le rideau se lève sur un après-midi caniculaire. Le soleil tape sur le bitume. Il fait 100 degrés Fahrenheit à l'ombre. L'atmosphère est lourde, humide, étouffante. Une voiture de police tourne au ralenti, près d'un passage à niveau dans le village de Tioga. À l'intérieur de la voiture se trouve l'agent Carl Bordelon. C'est un flic local, un homme dont la scène se résume normalement à des contraventions et des querelles de petite ville. Mais aujourd'hui, la radio grésille sur une fréquence différente, frénétique. Un bulletin d'alerte maximale a été émis. Un fax est posé sur son tableau de bord. Il montre une photo floue de mauvaise qualité prise il y a 6 mois. L'alerte indique qu'un prisonnier s'est peut-être échappé du pénitencier des États-Unis à Pollock, une forteresse fédérale à sécurité maximale située à une douzaine de miles au nord. La prison n'en est pas encore totalement sûre. Les renseignements sont des rumeurs fragmentées, noyées dans les grésillements. À travers le pare-brise, Bordelon voit une silhouette bouger dans les ondulations de la chaleur, un acteur entrant en scène. Un homme fait un jogging le long de la voie ferrée. Il porte un short de sport, un t-shirt et des chaussures de course. Il transpire à grosses gouttes. Il a l'air, comme l'officier le décrira plus tard dans le rapport officiel, d'avoir été traîné dans un buisson de ronces. Un homme n'irait pas faire un jogging de 12 miles par une chaleur de 100 degrés le long d'une voie ferrée active. La logique est défaillante. Bordelon sort de son véhicule. La caméra du tableau de bord tourne. Le micro sur son gilet est allumé. Le public regarde. « Hé, l'ami, viens ici 1 minute. » Le jogger ne fuit pas. Il n'hésite pas. Il modifie sa trajectoire et court directement vers l'officier. Il s'appuie nonchalamment contre le capot de la voiture de police. Il n'a pas de papier d'identité. La représentation commence. Bordelon lui demande son nom. Le jogger le regarde droit dans les yeux. « Robert Jones », dit-il calmement. L'interrogatoire se déroule. C'est un numéro de funambule improvisé de guerre psychologique. Bordelon lui demande où il va. Le jogger prétend qu'il est couvreur. Il dit qu'il est en ville pour travailler sur un projet de réparation après l'ouragan Katrina avec son frère. Il dit qu'il séjourne dans un hôtel voisin. Il voulait juste aller courir. L'histoire est plausible. L'attitude, parfaite. Dangereusement calme. Il plaisante avec l'officier. Il se plaint de la chaleur caniculaire. Il vend l'illusion à la perfection. 5 minutes passent. La conversation tourne en rond. Le scénario exige de la cohérence. Bordelon redemande le nom. « Jimmy Jones », répond le jogger. Le mensonge a changé, l'histoire est ajustée, mais Bordelon ne remarque pas le lapsus. L'incohérence lui échappe complètement dans cette chaleur étouffante. Bordelon regarde le fax flou. Il regarde l'homme. « Tu sais ce qui est embêtant ? Tu lui ressembles », dit l'officier, faisant référence à la description du fugitif. La tension monte. L'illusion menace de se briser. Le jogger ne bronche pas, il rit, le rire sincère et détendu d'un homme qui maîtrise totalement son récit. « Eh bien, c'est pas de chance, n'est-ce pas ?» répond le jogger. Bordelon le met en garde contre le fugitif. Il conseille au jogger de porter une pièce d'identité la prochaine fois. L'interaction atteint la barre des 10 minutes. « Fais attention, l'ami », dit Bordelon. Le jogger fait un signe de la main. Il s'éloigne en courant le long de la voie, trouvant son rythme parfaitement jusqu'à disparaître dans la pinède. Sortie de scène. L'homme sur les voies n'est pas couvreur. Il n'est pas Jimmy Jones. Il n'est pas Robert Jones. Il est Richard Lee McNair, meurtrier condamné, roi de l'évasion en série, et il y a moins de 3 heures, il a accompli l'impossible. Il s'est littéralement expédié par la poste hors d'une prison fédérale à sécurité maximale. 17 novembre 1987. Minot, Dakota du Nord. Comprendre la grande évasion nécessite de disséquer l'architecte lui-même. Richard Lee McNair a 28 ans. Il est sergent dans l'armée de l'air des États-Unis, en poste à la base aérienne de Minot. Mais ce n'est pas un aviateur ordinaire. Il est très intelligent, à l'esprit vif. Il a servi comme officier de police militaire. Il a même travaillé sous couverture comme informateur pour le département de police de Minot. Il comprend la chorégraphie des forces de l'ordre. Il connaît les angles morts. Il connaît les procédures. Ce soir, c'est lui le méchant. Le lieu est la Farmers Union Elevator Company, une installation rurale de stockage de céréales. McNair entre par effraction. Un cambriolage, un scénario simple. Entrer, prendre l'argent, sortir. Mais l'installation est déjà occupée. La scène n'est pas vide. Richard Kitzman, un employé du silo, fait le service de nuit. Il aide un chauffeur de camion à charger des céréales. McNair est armé. Il porte un revolver à canon court de calibre 38, une arme conçue pour une finalité brutale. Surpris, McNair ne recule pas. Il ouvre le feu à travers une porte vitrée. La balle érafle la tête de Kitzman. Kitzman s'effondre sur le sol du bureau. McNair passe à travers le verre brisé. Il se tient au-dessus de l'homme qui saigne.
Il tire 4 autres coups à bout portant. Kitzman était gravement blessé, touché à la tête, au poignet, à la cuisse, au mollet. Mais il possède un instinct de survie primaire. Il fait le mort. C'est une performance désespérée, sanglante, et ça marche. McNair tourne le dos. Il sort. Dans l'obscurité, un semi-remorque tourne au ralenti. Au volant se trouve Jerome Teese, un chauffeur du Minnesota. Voyant une silhouette sortir du bâtiment, Teese baisse ses phares par courtoisie. Il pense que c'est Kitzman. McNair réalise son erreur. La réalité se fracture. L'homme qui saigne sur le sol du bureau n'est pas le chauffeur. Il y a un témoin dans le camion. McNair s'approche de la cabine. Il lève le revolver de calibre 38. Il tire plusieurs fois. Jerome Teese reçoit une balle entre les yeux. Il meurt sur le coup. Le concept de crime sans victime s'évapore dans un nuage de poudre à canon. L'illusion du gentleman cambrioleur naît dans le sang. McNair prend la fuite. Il cache son véhicule près d'un bar à proximité et rentre chez lui attendre sa petite amie. Elle travaille à l'hôpital Trinity. Par une cruelle ironie, elle est de garde lorsque Kitzman est amené aux urgences couvert de sang. Février 1988. 3 mois s'écoulent. La police assemble les pièces du puzzle. Ils trouvent des biens volés dans un garde-meuble loué sous un faux nom. Ils récupèrent les douilles de calibre 38. McNair les a gardées, trophée de sa propre violence. La police l'emmène pour l'interroger. McNair remet une arme de poing dissimulée. Il est arrêté. Le piège se referme. Il est menotté à une chaise dans une pièce du poste de police municipal de Minot. 3 inspecteurs sont présents. C'est le moment précis où Richard Lee McNair se transforme. Le meurtrier devient l'illusionniste. Les inspecteurs quittent la pièce, commettant un oubli fatal. McNair est seul. Il fouille dans sa poche. Il en sort un tube de baume à lèvres standard, un objet banal. Mais dans cette pièce en béton, c'est le passe-partout des menottes. Il enduit ses poignets de graisse. Il tord ses mains. Le métal mord sa peau, mais le lubrifiant tient bon. Il force, se contorsionnant violemment les os. Les menottes glissent. Il se lève. Il est libre. Il s'enfuit du poste en courant. Une course-poursuite effrénée à pied s'engage dans les rues enneigées de Minot. La police le poursuit dans la cage d'escalier d'un immeuble de 3 étages au centre-ville. Il est coincé sur le toit. Les tireurs d'élite se rapprochent. Les faisceaux des projecteurs sont aveuglants. McNair saute vers une branche d'arbre voisine. Il tente de se balancer vers la liberté, un acrobate défiant la loi. Mais la gravité ne peut être défiée. La branche se brise. L'illusion s'effondre. McNair s'écrase au sol. Il se blesse au dos. Il est rapidement interpellé. La première évasion ne dure que quelques heures. C'est brouillon, désespéré, mais le seuil psychologique est franchi. Le rideau s'est ouvert. Il plaide coupable. 2 peines de prison à vie pour meurtre et tentative de meurtre. 30 ans pour cambriolage. Le juge s'assure qu'il mourra dans une boîte en béton. Il est envoyé au pénitencier d'État du Dakota du Nord à Bismarck. 4 années passent. Il observe. Il apprend le rythme des gardiens. Il joue le rôle du détenu modèle. Il participe même à un programme de prévention de la criminalité juvénile. Un loup faisant la leçon aux moutons sur les vertus de la clôture. 9 octobre 1992, le 2e acte de l'évasion. McNair et 2 autres détenus entrent dans la salle d'éducation de la prison. Une projection du film « Les 10 commandements » est prévue. Un titre judicieusement théâtral. Ils savent qu'aucun autre détenu n'y assistera. Ils savent que les gardiens ne patrouillent que dans les couloirs extérieurs. Ils démontent les dalles du plafond. Ils rampent dans un grand conduit de ventilation. Ils naviguent dans ce labyrinthe de métal claustrophobique. Ils percent vers l'extérieur, grimpent à un poteau de clôture, montent sur le toit du centre d'accueil et font une chute de 15 pieds dans l'air glacial de la nuit. Les 2 complices sont des amateurs. Ils oublient leurs répliques. Ils sont attrapés, l'un en 3 heures, l'autre en 2 jours. Mais McNair modifie son apparence. Il laisse pousser ses cheveux. Il se teinte en blond. Il vole des voitures. Il sillonne les États-Unis en conduisant de l'Arizona à la Virginie occidentale. Il se fait passer pour un journaliste itinérant. 10 mois d'une liberté absolue et magistrale. Juillet 1993, Grand Island, Nebraska. La loi le rattrape de nouveau. Le système carcéral reconnaît la menace. C'est un homme qui traite la sécurité maximale comme un simple casse-tête. Il est transféré à plusieurs reprises. Considéré comme un détenu à haut risque et problématique, il est finalement exilé dans le sud profond. 2005, il arrive au pénitencier des États-Unis à Pollock, en Louisiane. USP Pollock, un complexe fédéral à sécurité maximale entouré de barbelés, de capteurs électroniques et de miradors lourdement armés. Dans l'histoire de l'établissement, aucun prisonnier n'a jamais franchi son périmètre. Il est jugé impossible de s'en échapper.
Mais Richard Lee McNair n'a pas l'intention de franchir le périmètre. Il a l'intention de laisser le périmètre se franchir de lui-même. 2006. À l'intérieur de Pollock, McNair est assigné à la division Unicor, le programme de fabrication industrielle de la prison. Sa tâche spécifique est de réparer les sacs postaux déchirés et très usés du service postal américain. C'est un travail monotone, invisible, exactement le genre d'environnement où un prédateur prospère sans être remarqué. Il passe des mois à travailler sur la chaîne. Il observe l'écosystème. Il cartographie la logistique du quai de chargement. Il note les heures précises d'arrivée des chariots élévateurs. Il regarde la fardeleuse enveloppée des palettes de sacs réparés. Il suit le mouvement des camions de livraison qui transportent les palettes de l'intérieur du grillage vers l'entrepôt de stockage à l'extérieur du grillage. Il ne planifie pas une évasion de prison. Il conçoit une extraction. Il commence à construire. Il utilise des chutes de carton, des morceaux d'isolant et ces mêmes sacs postaux en toile qu'il est payé pour réparer. Il construit une chambre creuse et rigide, une capsule de sauvetage. Il la conçoit pour qu'elle s'insère parfaitement au centre d'une palette d'expédition en bois standard, complètement invisible de l'extérieur. Il équipe la capsule, il met de côté un morceau de tuyau en plastique rudimentaire pour servir de paille respiratoire. Il se procure une lame de rasoir bien aiguisée. Il y cache des vêtements civils, un short de sport, un t-shirt, des chaussures de course. 5 avril 2006, le matin de la grande illusion. 9h45, McNair se présente à l'entrepôt d'Unicor. L'atelier est animé, les gardiens sont complaisants. La routine est l'ennemi juré de la sécurité. McNair monte sur la palette en bois. Il se glisse dans la capsule cachée. Il tire les couches extérieures des sacs postaux en toile sur l'ouverture, s'enterrant vivant. L'obscurité. L'odeur de la poussière et de l'huile de machine remplit cet espace exigu. Il insère le tube en plastique dans sa bouche. Il attend. Un calme absolu. Si un gardien vérifie la palette, si un chien flaire la toile, la pièce est terminée. Un chariot élévateur s'approche. Le moteur gronde. Les fourches métalliques glissent dans les rainures en bois de la palette. Avant le transport, la palette doit être sécurisée. Elle est emmenée au poste d'emballage. Un film plastique industriel épais est enroulé fermement autour de la pile de sacs postaux. Le plastique scelle la palette. Il coupe l'air ambiant. Il compresse les sacs. À l'intérieur de la capsule, l'environnement devient un cauchemar. La chaleur est instantanée. Le film plastique agit comme une serre. La température à l'intérieur de la capsule monte en flèche. La chaleur était incroyable, écrira McNair plus tard. L'intérieur de la capsule ressemblait à une fournaise. La sueur coulait de moi. Ma tête tournait dans le brouillard. Je ne pouvais pas essuyer la sueur de mon front. Elle me coulait dans les yeux, dans le cou. Il cuit à l'intérieur d'un cocon en plastique. Il se force à prendre de lentes et atroces respirations à travers l'étroit tube en plastique qui dépasse à peine de la couche extérieure de l'emballage. Le chariot élévateur soulève la palette. La secousse lui ébranle les os. Il est en mouvement. Il ressent les vibrations lorsque le chariot roule sur le sol en béton franchissant les portes intérieures, les points de contrôle de sécurité, jusqu'au quai de chargement. Le chariot élévateur dépose la palette dans un entrepôt de stockage situé juste à l'extérieur de la clôture principale de la prison. Le moteur s'éteint. La palette est immobile. Il est à l'extérieur des barbelés, mais il n'est pas libre. Il est coincé dans un four sous film plastique, posé au milieu d'un entrepôt en activité entouré d'employés fédéraux. Il reste parfaitement immobile. Son cœur bat à tout rompre contre ses côtes. Il attend que le bruit ambiant se calme. Il attend la cloche du déjeuner. 11 heures. Les ouvriers de l'entrepôt s'en vont. Le bâtiment devient silencieux. Il est temps. McNair saisit la lame de rasoir. Il découpe soigneusement une ouverture dans l'épais film plastique de l'intérieur. Il écarte les sacs postaux. L'air frais frappe son visage. Il s'extrait de la capsule en rampant. Il se lève sur le sol de l'entrepôt. Il retire son uniforme de prison fédérale. Il enfile le short de sport, le t-shirt, les chaussures de course. Il laisse la capsule derrière lui. La boîte magique est vide. Il franchit la porte de l'entrepôt. Il sort sous le soleil aveuglant de la Louisiane. Il vient de réaliser l'impossible. La première évasion d'un pénitencier fédéral en 13 ans. Il s'est expédié lui-même vers la liberté. Le timing est serré. McNair sait que l'heure de l'appel à Pollock est à 16 heures. Il suppose qu'il a une fenêtre de 5 heures avant que les sirènes ne déchirent le ciel. Son objectif, atteindre la ville d'Alexandria, disparaître dans le désordre urbain, voler un véhicule, s'évanouir dans la nature. Il trace son chemin le long de la voie ferrée. C'est l'itinéraire le plus direct à travers les denses forêts de pins et qui évite les autoroutes principales. 14 heures. Cela ramène brutalement notre chronologie à la caméra embarquée de l'agent Carl Bordelon.
Bordelon était sur les voies parce que la prison a remarqué que quelque chose n'allait pas. Une anomalie dans le comptage, une ombre manquante. Ils ont envoyé un fax préliminaire au département de police de Bâle, mais les informations étaient très inexactes. Ils n'étaient même pas sûrs que McNair ait réussi à s'échapper. La photographie était une relique floue datant de 6 mois. Quand McNair arrive à embobiner Bordelon, il ne se contente pas de survivre. Il humilie publiquement le système. Il transforme un contrôle de routine en une véritable leçon de tromperie. Mais ce triomphe est une arme à double tranchant. Des heures plus tard, la prison est bouclée. L'identité du fugitif est confirmée. La police de Bâle visionne les images de la caméra embarquée de la voiture de Bordelon. La prise de conscience les frappe comme un coup de poing. Le jogger, le couvreur, Jimmy Jones, c'était lui. Le chef de la police de Bâle diffuse la vidéo de la caméra aux médias. C'est une tentative de rendre la chasse à l'homme participative, de montrer au monde entier à quoi ressemble exactement Richard Lee McNair, comment il parle, comment il bouge. La vidéo fait l'effet d'une bombe sur les chaînes d'information mondiales. Elle est diffusée en boucle dans l'émission America's Most Wanted. Elle devient virale sur les débuts d'Internet. Pour le public, c'est un divertissement morbide, un anti-héros brillant qui se joue des autorités. Pour les US Marshals, c'est une mine d'or de renseignements comportementaux. Mais pour McNair, la vidéo est une brèche catastrophique dans son évasion. Son anonymat est complètement anéanti. Son visage brûle sur des millions d'écrans à travers le continent. Il est ajouté à la liste des 15 fugitifs les plus recherchés des US Marshals. Pour l'agent Karl Bordelon, les retombées sont dévastatrices. Les médias s'acharnent. Ils le présentent comme le flic de petite ville incompétent qui a laissé partir un tueur. Ils analysent chacun de ses mots. Ils se moquent de son attitude polie. Bordelon se défend. Il a suivi le protocole. Il a interrogé le suspect. Il n'avait aucune preuve formelle, aucune description physique correspondante, aucune photo nette. « J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais sous la main », a-t-il déclaré. « La seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir de boule de cristal. » McNair lui-même, écrivant plus tard depuis sa cellule d'isolement, prendra la défense de l'officier. « Je n'ai jamais eu l'impression que l'agent Bordelon avait peur de moi », a écrit McNair. « Il m'a regardé dans les yeux. Il n'a jamais adopté de posture défensive. » Mais le tribunal de l'opinion publique ne fait pas dans la nuance. Bordelon a porté ce fardeau jusqu'à sa mort soudaine en 2015. Pendant ce temps, la chasse à l'homme s'intensifie. Une prime de 25 000 $ est placée sur sa tête. Le coup de filet fédéral s'élargit pour couvrir tout le pays, mais le fugitif a déjà disparu. La scène est de nouveau vide. Il s'échappe du périmètre, il vole une voiture, il conduit vers le nord sur des milliers de miles. Il traverse la frontière vers la Colombie-Britannique, au Canada. 28 avril 2006, Penticton, Colombie-Britannique, 3 semaines après l'évasion. Des agents de la Gendarmerie royale du Canada remarquent une voiture volée suspecte garée près d'une plage locale. Ils s'approchent. Un homme est assis à l'intérieur. C'est McNair. Les agents lui demandent de sortir. Ils exigent une pièce d'identité. McNair évalue la situation. Le numéro de Jimmy Jones ne fonctionnera pas ici. Le scénario est inutile. Il recourt à son instinct primaire. Il court. Il sprinte à travers un champ ouvert, distançant les policiers montés, disparaissant dans l'immensité de la nature sauvage canadienne. La police fouille la voiture abandonnée. Ils trouvent un appareil photo numérique. Ils font défiler la galerie. Il est rempli d'autoportraits, de selfies, McNair se prenant en photo pour forger de faux permis de conduire et passeports. L'arrogance extrême de l'illusionniste documentant son propre mythe. Il reste en cavale. Pendant 18 mois, il vit entièrement dans l'ombre. Il achète un camping-car. Il voyage librement d'un bout à l'autre du Canada. Il survit en cambriolant des concessionnaires automobiles, volant de l'argent et des véhicules. Mais il est discipliné. Il ne cambriole jamais de domicile privé. Il évite les affrontements violents. Il sait que les marshals traquent un tueur. Il essaie de vivre comme un fantôme. Il a accès à Internet. Il regarde ses propres épisodes sur America's Most Wanted. Il lit les actualités. Il surveille ses chasseurs. Il envoie même une carte de vœux à Tim Schwitzel, son ancien directeur de prison dans le Dakota du Nord. Une provocation calculée venue de l'au-delà. Octobre 2007. La province du Nouveau-Brunswick. McNair conduit une camionnette blanche volée avec des plaques de l'Ontario. Il se gare sur une route de gravier rural isolée près de la ville de Campbellton. Un agent de la GRC en repos repère la camionnette. Elle a l'air suspecte, il le signale. 25 octobre 2007. Le lendemain, l'agent Stéphane Delasalle, une jeune recrue avec seulement 6 semaines de service, est en patrouille avec son partenaire. Il repère la camionnette blanche. Ils allument leur gyrophare. McNair refuse de s'arrêter. Il accélère. Une course-poursuite à grande vitesse s'ensuit.
Il s'engage dans une impasse. La camionnette dérape et s'arrête. McNair ouvre la portière violemment et sprinte dans les broussailles denses. L'agent de la ZAL se lance à sa poursuite. La recrue est rapide. Le fugitif a 48 ans. L'écart se réduit. L'agent s'élance. Il plaque Richard Lee McNair au sol. La chorégraphie vole en éclats. Les menottes se referment avec un cliquetis. Il n'y a pas de baume à lèvres. Il ne reste plus de tours dans son répertoire. Les policiers montés l'identifient. McNair est allongé dans la terre, respirant avec difficulté. Il regarde les agents canadiens. « Vous avez attrapé un gros poisson », leur dit-il. Il est coopératif. Il plaisante avec les agents. Il décrit sa capture comme étant simplement le fruit de la malchance. « C'est juste un de ces jours », dit-il. Le masque du voleur voyou se remet en place. L'évasion est terminée. Le rideau tombe. Novembre 2007. L'extradition est immédiate. McNair est expulsé vers les États-Unis. Le gouvernement fédéral ajoute 30 mois à sa peine pour l'évasion. Une formalité mathématique pour un homme qui purge 2 peines de prison à vie. Mais le bureau des prisons ne prend plus de risques. Ils ne le mettront pas dans un atelier. Ils ne lui donneront pas de toile. Ils videront complètement la scène. Avril 2008. Lourdement enchaîné, McNair est chargé dans un bus de transport spécialisé. Sa destination, Florence, dans le Colorado, à l'ADX Florence, l'Alcatraz des Rocheuses. C'est l'établissement Supermax à la sécurité la plus élevée de la planète. Une tombe en béton conçue pour les pires d'entre les pires. Parmi ses voisins se trouve Una Bomber, le terroriste à la chaussure piégée, le cerveau de l'attentat de 1993 du World Trade Center. McNair est placé dans l'unité de contrôle, la section la plus restrictive de la prison. Isolement, 23 heures par jour. Sa cellule est une boîte en béton de 7 pieds sur 12. Le lit est en béton coulé. Le bureau est en béton coulé. Le tabouret est en béton coulé. L'unique fenêtre mesure 4 pouces de large, inclinée vers le haut, pour que le prisonnier ne puisse voir qu'un bout de ciel, s'assurant qu'il ne puisse pas cartographier la disposition de l'établissement. Il n'y a pas d'interactions imprévues. Il ne reste plus personne à manipuler. Pour un roi de l'évasion, un homme qui se nourrit de la soumission psychologique des autres, l'ADX, Florence n'est pas juste une prison, c'est un effacement sensoriel, c'est l'enfer. Depuis ce vide de béton, il commence à écrire. Il envoie des centaines de lettres à un journaliste canadien, Byron Christopher, plus de 3000 pages détaillant ses évasions, son état d'esprit, la chaleur de la capsule, l'adrénaline de la caméra embarquée. À travers ses propres mots, un thème distinct émerge, celui de la tromperie contre la réalité, le fil conducteur de son existence. McNair se dépeint comme un gentleman cambrioleur, un voyou brillant qui a battu le système. Il se vante de son ingéniosité, il plaisante sur sa capture. Il envoie des cartes de vœux au directeur qui l'a humilié, mais l'histoire se base sur des faits, pas sur des mythes. La Grande Évasion était une distraction, un chef-d'œuvre théâtral conçu pour nous faire oublier l'ingéniosité de la capsule postale, la célébrité virale de la caméra embarquée, la chasse à l'homme international. Ces éléments transforment McNair en une légende du folklore. Ils occultent la violente vérité sur la raison pour laquelle il a été incarcéré en premier lieu. 17 novembre 1987, la nuit du meurtre demeure la réalité centrale. La lourde détonation du revolver de calibre 38 ne peut être oubliée. Richard Kitzman saignant sur le sol, faisant le mort pour survivre. Jérôme Tiss, un travailleur exécuté dans la cabine de son camion pour s'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. « J'aurais tué un 3e homme si l'occasion s'était présentée », a admis McNair plus tard depuis sa cellule. Ce n'est pas un tour, ce n'est pas une illusion. C'est la froide et immuable réalité. Novembre 2022. Après plus de 14 ans en isolement, McNair est transféré du Supermax vers un établissement de haute sécurité dans le Kentucky, l'USP McCreary. Il a maintenant la soixantaine bien entamée. Le tristement célèbre roi de l'évasion est simplement un vieil homme. Il ne respirera plus jamais l'air libre. Il a exécuté l'une des évasions les plus complexes de l'histoire pénitentiaire moderne. Mais à la fin, l'illusionniste a été laissé exactement là où il devait être, dans le noir.